Atuia nara Ite he una una E whano Ano ato Tawakino Atuia nara Ite he o o E hapeu Ra anau Te ie po Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson, Williams? Ça parle de toi, ça parle de la femme, ça parle de la nature, tout ce qui est autour de nous. Ça parle surtout aussi de la couronne. La couronne, elle est très importante pour la vie des Polynésiens. Quand les femmes sont invitées, quand la famille est invitée à une soirée, à une manifestation, la tradition, c'est la fleur. C'est de s'embellir, d'être belle, beau, magnifique. Merci à la nature, merci à la femme. Merci à la femme, merci à la nature. Voilà, merci à la nature. Et merci à tous de nous rejoindre, Williams et moi, sur sa pirogue, Yorana. au cœur de l'océan Pacifique, à 17 000 km de la France métropolitaine, à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique. Yaorana, soyez les bienvenus en Polynésie française, un continent aquatique qui se déploie sur une superficie aussi vaste que celle de l'Europe. C'est mon endroit préféré au monde. C'est ici que j'ai choisi de réinventer ma vie. Et pour vos nouvelles échappées belles, je vous propose un voyage dans le temps. J'aimerais vous emmener sur le chemin des anciens Polynésiens jusqu'à nos jours. Ya meitei to oetere. Tu l'as bien dit. C'est bien? Bon voyage à tous. Oui. Sereva. Sereva, c'est parti. C'est parti. En Polynésie, après plus de 20 heures de vol, là, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Les odeurs de Tahiti. le coup de foudre est garanti. On a cette image un peu de ce paradis et en fait en arrivant on se rend compte que c'est encore mieux, c'est encore plus fou en vrai. C'est juste un cran au-dessus. En fait. Des îles pour trouver le parfait équilibre. Moi je crois en notre peuple. Je crois en cette connexion qu'on a depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires avec notre nature. C'est ça que nous transmettons à la jeunesse aujourd'hui. Et la vie comme ça, coupée du monde, les filles, c'est pas trop... Ah là là, c'est le paradis. 1, 2, 3. Tiga nous accueille chez elle. Le mana, pour nous, c'est notre énergie, c'est ce qui fait notre pouvoir. On l'a en nous, mais aussi dans chaque plante, tu le trouves. Nous, notre mission, vraiment, c'est de créer un tourisme nouveau, un tourisme qui prend en considération la population et l'environnement. Et nous aussi, sur le toit du monde. Un voyage vertigineux. Les gens veulent montrer leur tatouage, c'est leur fierté, c'est le rapport avec la culture, les ancêtres. C'est devenu puissant, quoi. Waouh! Non, mais elle est magnifique. À près de 17 000 km de la métropole. Il n'y a pas une journée depuis que j'habite ici où je ne suis pas bouleversée par la gentillesse, l'accueil, la chaleur, les sourires des habitants du Fénois. Yaorana, bienvenue en Polynésie! Nous sommes dans la plus grande baie de Wainé, la baie de Maroui. On est dans les îles sous le vent. Et on fait partie des 118 îles. 118 îles des Polynésies françaises, 109 îles habitées. Williams, tu habites ici. Je suis natif d'ici. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Wahine? Ah oui, surtout l'histoire de Hiro. Ah oui, c'est le dieu de la guerre. Ouais. Un jour, Hiro a décidé de partir avec la pirogue. La pirogue commençait à naviguer. Mais Hiro était tellement fatigué qu'il parta se reposer. C'est à ce moment-là que le vent a gonflé la voile de la pirogue de Hiro et la pirogue commença à prendre de la vitesse. À prendre la vitesse. Et d'un coup, la pirogue est arrivée et a coupé l'île de Wainé en deux parties.
Ces légendes, d'où elles viennent? De nos Tupuna, de nos ancêtres. Ça prouve que c'est un peuple vivant. Ouais. Il y a 200 ans, on nous a interdit beaucoup de choses, notre histoire, notre façon de vivre. Avec l'arrivée des missionnaires. L'arrivée des missionnaires. L'arrivée de l'Occident. Exactement. Aujourd'hui, on est obligé de revenir sur ces légendes pour partager à notre jeunesse, pour prouver à notre peuple qu'on est là, qu'on est vivant. C'est le rêve, c'est Magnifique. paradisiaque. Magnifique. Là, on se rapproche de la barrière de récif et je vais te proposer une pêche au pahoua, au bénitier. Donc le bénitier, c'est un magnifique coquillage qu'on mange. Hein. Exactement. C'est une pêche autorisée? Ça dépend des secteurs. Hein. Elle peut rentrer aussi dans la protection du rahoui. Tu peux m'expliquer exactement ce Voilà. que c'est? Le rahoui, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans ou 10 ans, la fermeture À la pêche. à la pêche, Ouais. qui permet aussi de faire revenir nos poissons, nos tortues, nos crustacés. Aujourd'hui, les 8 villages de Wainé ont mis en place dans leur baie le rahoui. Donc c'est efficace? C'est très efficace. Ouais. D'ailleurs, dans notre plongée, tu verras, les pahoua sont revenus. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Je viens de retirer une qui est magnifique. Oh là là, il est de quelle couleur celui-là? Il a du vert à l'intérieur. C'est ça. Ce sont des fleurs du lagon. Hein. Ce soir, je vais te préparer un bon pahoua au curry. Il faut retirer un peu plus. Un peu plus? 3 ou 4. Ok. Pêcheur le jour, chef le soir. C'est Reva. C'est là-bas. La Polynésie a beau être un chapelet de confettis perdu au cœur du Pacifique, l'archipel a de sacrés atouts à faire valoir pour attirer les touristes venus des 4 coins de la planète. Au cœur des lagons, l'eau et le sable ont la couleur du paradis. Je pense qu'on peut pas imaginer en fait. On a cette image un peu de ce paradis et en fait en arrivant on se rend compte que c'est encore mieux, c'est encore plus fou en vrai. Les couleurs, je pense que c'est surtout ça. C'est impossible d'imaginer. On a beau voir des photos ou voir sur internet, c'est juste un cran au-dessus en fait. Pas étonnant que Polynésie rime souvent avec voyage d'une vie. 25% des visiteurs de l'archipel viennent ici pour leur voyage de noces. Ma femme et moi, on vient juste de se marier dimanche dernier. On vient ici pour notre lune de miel. C'est le plus bel hôtel. Vraiment le plus bel hôtel où nous sommes allés jusqu'à présent. C'est un endroit où on avait toujours rêvé de venir. Voir ces bungalows sur pilotis, l'eau transparente, c'était notre rêve. Un rêve qui a un prix. Comptez plus de 500 € la nuit pour l'un de ces bungalows sur pilotis. Si ces paysages de rêve sont pour beaucoup dans l'attractivité de la Polynésie, certains pensent que le territoire a d'autres arguments à faire valoir. On vous a préparé une petite journée un petit peu sympa. Vous allez voir, vous allez rencontrer une famille juste incroyable. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Je vous en dis pas plus, on va aller voir. Coucou Yarana, ça va? Alexandrine fait partie de ceux-là. Son credo, proposer un tourisme immersif à la rencontre des habitants. Hello, you're welcome. Ben, j'espère que vous êtes content d'être là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà ramé un petit peu. C'est aussi l'idée. Aujourd'hui, elle emmène un groupe à la rencontre de la famille Manuel. Des mordus du Va'a, la pirogue traditionnelle. On pique et on rame, voilà. Pour changer de côté, c'est facile.
Regarde, tu tiens la rame, tu fais ça, tu tiens là et tu changes. Voilà. Dessus là, rame, on change de côté. Voilà, super. Nous, notre mission vraiment, c'est de créer un tourisme nouveau, un tourisme qui prend en considération la population et l'environnement. Trop souvent, le tourisme ici, on le voit un petit peu bungalow pilotis, lagon bleu, Bora Bora. Et c'est pas vraiment ce qu'on est au final. C'est vraiment pas la vraie image de la Polynésie, en tout cas pour nous qui avons grandi ici. Et notre mission, c'est justement, grâce au tourisme, de montrer qui on est vraiment. C'est là, les gars. Hop là. Si le décor ressemble furieusement à une carte postale, pas question de flâner pour autant. Les visiteurs vont vite se rendre compte qu'ici, la rame, c'est du sérieux. Hey! 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 Excellent! Ça glisse tout seul, hein? Sur le bateau, Albert dispense ses conseils. Il apprend notamment à ses rameurs du jour à s'économiser en changeant régulièrement de bras pour pagayer. C'est dans mon sang. Il faut que je rame au moins une fois tous les jours. C'est notre drogue à nous. C'est dans notre culture. Non. Le Tahitien, il aime bien partager. Notre nature à nous, c'est de partager. Alors, c'est pour ça que je partage avec tout le monde. Mais la Polynésie, ce n'est pas que la mer. Les îles ont bien d'autres avantages en nature à dévoiler. Pour les découvrir, mieux vaut être accompagné. Valentin est guide de randonnée sur l'île de Moorea. Son univers, c'est l'intérieur de l'île, la montagne, ses forêts luxuriantes et sa flore qu'il connaît sur le bout des doigts. Vous voyez là, bon, c'est une des espèces introduites par les Européens, notamment par les Français. Hein. Quand ils sont arrivés ici, en fait, ils ont trouvé qu'il manquait de couleur en fait, dans nos vallées, vu que c'était tout vert tout autour d'eux. Et pour faire un peu de couleur, ils ont introduit le tulipier du Gabon. Et donc nous, on l'a rebaptisé Pis-Pis. Bon, la raison, elle est toute simple. Il y a un petit liquide à l'intérieur. Et donc on jouait à ça, et c'est comme ça. Donc c'était notre pistolet à eau quoi, quand on était gamin. Quoi. Fini de jouer, il faut reprendre l'ascension. L'objectif, c'est ce sommet, la montagne percée. La légende raconte qu'un héros de la mythologie polynésienne aurait troué la roche en lançant son javelot contre la paroi. Le Moa Puta, en tahitien, culmine à 830 mètres au-dessus du lagon et la fin de l'ascension n'est pas donnée à tout le monde. C'est dur. Donc non seulement il faut avoir de belles jambes, mais il faut avoir aussi du punch dans les bras quoi, pour tirer les cordes. Voilà. Ah, dernier effort. Voilà. Voilà, ici, ce passage-là, il ne faut pas avoir le vertige. Et hop là. Et nous voici sur le toit du monde. Une fois au sommet, le panorama dévoilé mérite bien quelques gouttes de sueur. Randonnée permet de prendre de la hauteur et de s'apercevoir que la mer est encore plus belle vue du ciel. Là, nous avons là à notre pied la vallée de Popo, avec la fameuse baie de Cook, surnommée baie de Cook depuis l'arrivée du capitaine Cook en 1769. Si la plage de sable blanc n'est jamais très loin, la Polynésie offre en réalité une infinité de possibilités et une multitude de rencontres aux voyageurs curieux. Tu vois, Tiga, devant, on voit le mont Tapu. À l'époque, c'est un lieu de rassemblement pour les chefs des 8 villages. La population, ils n'ont pas le droit de se retrouver sur ce mont-là. C'est un lieu sacré, hein. Tapu, c'est interdiction totale. D'accord, et c'est ce qui a donné en français le mot tabou.
Atuianara, itehe una, ifano anu ato tawatino. J'ai remarqué, et ça m'amuse beaucoup, les Tahitiens sont très gaillards et tout ça. Ils font des levées de pierre, ils montent aux noix de coco, ils rament et ils écoutent des musiques de lover. Ça, j'adore. Vous avez le cœur tendre. C'est ça, exactement ça. Tu vois, Tiga, je voulais te montrer quelque chose de très important dans ce village de Mèvres. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à poissons qui a été mis en place par nos ancêtres, par les Tupuna, depuis 1888. L'arrivée des poissons, c'est par ici. D'accord. Et là-bas, ici, c'est quoi? C'est le lagon. Le lagon, hein. Les poissons vont rentrer dans le lac de Faunanui. Une fois qu'elles ont pondu à l'intérieur, au retour, les gros poissons, là, ils sont piégés. Par contre, quand les petits poissons veulent retourner au lagon, ils ne sont pas piégés. Parce qu'il y a des espaces entre les pierres qui permettent aux petits poissons de vivre. C'est vraiment unique en Polynésie. Ouais, c'est un type de pêche que je trouve positive. Oui. Et si tu en as trop de poissons, tu partages à tes voisins ou à tes amis du village. C'est ça. Ouais. C'est gratuit et tout le monde sont là pour le partage. C'est génial de voir ça. Tiga, on est arrivé ici pour récupérer de la vanille. La vanille pousse ici? La vanille pousse ici. Edouard! Hey, William! Yorana! Hey, Météo! Météo! Météo, t'es mana? Je voulais te présenter Edouard Tiga. Enchanté, Tiga. Enchanté, Edouard, enchanté. On est chez toi? Là, vous êtes chez moi, oui. C'est un terrain familial et donc on y cultive de la vanille. Donc en fait, la vanille, qu'est-ce que c'est? La vanille, c'est déjà une orchidée. Hein, c'est une orchidée terrestre qui va donner donc des fleurs et après fécondation, on va obtenir un fruit, c'est la vanille. Et en fin de compte, c'était les cultures que pratiquaient nos ancêtres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une plantation de vanille où on a couplé un peu la tradition et les nouvelles techniques qu'on pratique aujourd'hui avec la bourre de coco broyée. Alors ici, j'ai planté les lianes il y a à peu près, disons, 4 mois. Hein. Donc aujourd'hui, comme tu vois, la liane, elle a déjà bien poussé. Elle va pousser le long, en fin de compte, de l'arbre. Et les branches et les feuilles de cet arbuste vont lui donner de l'ombre. Voilà, pour empêcher que le soleil brûle justement les lianes. Et c'est comme ça qu'elle pousse dans la nature, la vanille? Dans la nature, elle pousse comme ça. Et cette vanille que tu cultives ici, c'est une vanille de Tahiti. Elle a quelque chose de particulier par rapport à de la vanille qu'on pourrait trouver à Madagascar ou alors à La Réunion? Sa particularité, c'est qu'elle noircit sur le pied. Donc le fruit est arrivé à son développement final. Hein. D'ailleurs, on va avoir certains fruits dans la serre que je cultive un peu plus loin. On peut aller voir ta serre? Oui, oui, on y va. Ouais. Super, merci. Ici, dans une serre d'ombrière de vanille, ben voilà un peu ce que ça donne au bout de... Là, c'est un plant qui a à peu près 2 ans et demi. On est arrivé à la fin des périodes de mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est l'homme qui intervient pour faire la fécondation, pour être sûr de la fécondation. Donc ici, voilà. C'est une salle des fêtes. Voilà, c'est la salle des fêtes. Et là, donc, il lui reste combien de temps avant de brunir? 9 mois. 9 oui, ça met du temps. Hein. Voilà. Il faut être patient. Il faut de la patience et de la passion.
je viens de voir une qui est mûre. Oui, ça Là. tombe bien. Comme je te disais, la spécificité, c'est qu'elle mûrit sur le pied. Oh là là, ça sent le gâteau. Maintenant, on va aller voir comment on prépare la vanille. Super. Je vais vous présenter quelqu'un. Yorana maman. Yorana. Yato ehuru. Maïdaï. Ça va? Alors ça, c'est ma mère. Hein, elle a 86 ans. Mais elle est toujours dedans. Hein. Elle est toujours là à la phase de finition de la vanille. Et là, à ce moment-là, on va la travailler. En fin de compte, on va la masser. Il faut bien l'étaler pour donner cette forme-là. Et bien répartir les graines qui sont à l'intérieur. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans la vanille, maman? Moi, j'ai commencé à marier la vanille à 9 ans, à l'âge de 9 ans. Parce qu'avant, tous les habitants avaient une plantation de vanille. Les gens vivaient de ça. Alors, tu vas avec ta maman marier la vanille. Je me rappelle bien quand j'étais petit avec mes grands-parents, avant d'aller à l'école. On passait d'abord par le champ de vanille. Tous les enfants, on nous a appris à marier la vanille. Tous les enfants. Pendant la floraison, on mariait jusqu'à presque 4000 fleurs par jour, mon mari et moi. 4000 fleurs, oui. À deux? Une gousse est une fleur mariée. D'accord. Alors, si on ne marie pas les fleurs de vanille, on n'aura pas de gousse. Et s'il pleut tôt le matin ou dans l'après-midi, le pollen risque de couler. Si une goutte rentre dans la poche du pollen, ben c'est fini. Ah, tu peux plus marier ta fille. C'est fini. C'est fini. Divorcé. Voilà. Il a divorcé avant d'être marié. Voilà. Merci infiniment, Williams, de m'avoir amené ici, de découvrir cette vanillerie familiale. C'est très, très, très beau de voir que tu as pris la succession de tes parents et que maman est toujours au massage. Bravo à tous les deux. Merci, Marou. Ah, elles sont belles, les vanilles. Hein. Ouais, eux aussi, ils sont beaux. Oh, ouais, ils sont beaux aussi. Pour siffler la fin de l'été et célébrer l'arrivée des pluies, un grand week-end culturel est organisé dans les jardins du musée de Tahiti. Le slogan de l'événement tient en 2 mots. Reconnectons-nous. Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir ou redécouvrir les richesses du pays. Produits locaux, savoir-faire et artisanat typiques, comme la confection du umuhei, le secret beauté des Vaïnés. Pour se parfumer, lorsque quelqu'un qui porte ça, lorsqu'il passe, eh ben, on le suit. Alors pour ça, aujourd'hui, il y a un petit... ça attire les hommes. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Prenez votre javelot, venez sur le pas de tir. Alors, essayez de pointer le ciel avec votre coude. Voilà. Le stand qui attire le plus de monde, c'est celui des Tuaro Maoi, les sports traditionnels polynésiens. Vous êtes prêts? Visez, lancez. Ce que je tiens dans mes mains, c'est un patia en polynésien et c'est le javelot polynésien qui ne se lance pas pareil que le javelot international. Lui, il a besoin de tout ton corps pour être envoyé sur une noix. Ignacio est originaire de l'atoll d'Ana, une île réputée autrefois pour ses redoutables guerriers et où logiquement la pratique du javelot polynésien s'est développée. Lorsque j'étais enfant, je voyais mon papa faire du patiafa tous les fins du mois. Mon papa a vu donc son papa le faire aussi et ça s'est perpétué comme ça jusqu'à nous aujourd'hui. Autre discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération, Dans 5 lignes, voilà. le lever de pierre. Je la monte comme ça ou je la prends en bas? Juste dans le coin. Voilà. Moi non. Je vais pas bloquer le dos. Voilà, Allez, et maman sur on les deux comme ça. Et quand tu te lèves, L'instructeur, c'est Pino, septuple champion de Polynésie. Record personnel à 160 kilos. Pour cette initiation, la pierre la plus lourde pèse 60 kilos.
Toute la journée, les amateurs se succèdent pour tenter de vaincre la gravité. Moi, je suis fier de ce que je fais. Ça fait plus de 16 ans que je pratique maintenant. Alors qu'il y a du monde qui vient, c'est encore merveilleux. On est fier de notre culture. Hein. Tombés dans l'oubli il y a quelques décennies, ces loisirs attirent aujourd'hui une nouvelle génération de pratiquants. La renaissance des sports traditionnels témoigne de l'intérêt grandissant des Polynésiens pour leur passé. Un renouveau culturel que Kevin connaît bien. Il l'observe tous les jours en arpentant la plage derrière chez lui. Tu vois là-bas, là, c'est un style patouti maquisien. Alors reconnu par des bandes noires et des aplats noirs et cette finesse du piquage. Il lui a fallu plus d'une année pour apprendre et maîtriser les différents motifs qui font la richesse du tatouage polynésien. Dans son studio, il propose à chaque client une œuvre unique. Il voulait représenter plus la protection, la force, la détermination. Du coup, j'ai intégré des dents de requin qui signifient la force et le courage. Là, tu as le lien avec la nature. Là, les tresses, c'est les liens familiaux, la famille. Là. Ça va, François, ça fait pas trop mal? Non, ça va vraiment. Ok. Ah, c'est dangereux, il aime bien les tatous. Il va finir tout tatoué. L'histoire de ces dessins est intimement liée à l'archipel. Pendant des siècles, les guerriers et les dignitaires étaient tatoués. Le mot tatouage vient d'ailleurs du polynésien tato, qui signifie frapper. Mais au XIXe siècle, les missionnaires européens bannissent cette pratique païenne. Et la tradition se perd peu à peu. La génération de mes parents, c'était mal vu. Hein. En fait, ça ne rentrait pas dans le cadre. Si tu voulais chercher un travail, c'était pas bien vu. Vaut mieux avoir un tatouage qui était caché ou ça se voyait pas. Et quand c'est revenu tellement en force que les gens veulent montrer leur tatouage, c'est leur fierté, c'est le rapport avec la culture, leurs ancêtres. C'est devenu puissant, quoi. C'est plus tabou. Ça y est, c'est fini. On a cassé le tabou. C'est très joli, c'est très fin. C'est très joli. Très joli. C'est très bien fait, très fin, comme vous voulez. C'est vraiment bien. Un bon souvenir. Chaque année, les milliers de visiteurs qui se font tatouer au cours de leur séjour contribuent à faire rayonner ce savoir-faire ancestral bien au-delà des frontières de l'archipel. Le tatouage semble avoir reconquis pour de bon l'épiderme, mais surtout le cœur des Polynésiens. Williams? Oui. Est-ce qu'on est arrivé? On est presque arrivé. Donc on va prendre la pirogue pour rejoindre le Motung Mahuri Mahora qui est en face. Pour notre préparation, notre fameux pahua, le bénitier. Sereva. Sereva. Yorana, bienvenue à Wahine. Yorana. Viens, je te fais descendre. Attention, faut pas tomber. Merci pour l'accueil. Oui, bienvenue. Je m'appelle Tiga. Moi, c'est Johnny, mais il m'appelle Gio. Tout le monde m'appelle Gio. Ah, d'accord, ok. Venez, on va y aller. Alors ça, c'est la villa Hotunui. Et donc, c'est une maison toute simple. Hein. Tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de jouer de la harpe. Si tu veux, je peux déjà commencer à t'apprendre un morceau. Tu es sérieux? Oui, on y va. Je vais m'occuper alors de notre fameux pahua. À tout à l'heure. Ok. Williams, Okay. merci. Oh là là. En fait, il faut mettre les 4 doigts. Waouh, magnifique.
Comme on dit chez nous, ta ma'a meitei. Bon appétit. Maruru. Trop bon. Je me régale. C'est délicieux. Puis c'est nous qui l'avons pêché. On sait d'où vient ce bénitier. Tout à fait. Merci à tous les deux. Mon voyage commence tellement bien. Ça fait 2 ans que j'habite ici, mais je sais qu'il me reste énormément de choses à découvrir. Nous te remercions d'être avec nous aujourd'hui et peut-être aussi dans l'avenir. Maruru, maruru. C'est relax ici. Yorana. Je devrais peut-être dire namasté. Namasté, en effet. C'est comme ça qu'on se salue dans le monde des pratiquants du yoga. En effet. Tu vas bien? Très bien. Donc, tu viens nous voir pour la plongée? C'est ça, une belle plongée dans le lagon de Wahine. On va aller vers la passe Avapai. Et donc, toi, tous les matins, tu fais un petit yoga? En effet, j'aime bien l'utiliser pour mes plongées. Ça t'aide? Ça m'aide beaucoup. À partir du moment où tu es attentif à ta respiration, tu gères, tu contrôles beaucoup plus ton mental. Ça augmente notre capacité d'observation, d'échange avec le milieu et de respect du milieu. Est-ce que tu pourrais m'initier à ton yoga avec quotidien? Plaisir. Et comme ça, après, on ira mieux voler sous l'eau avec les poissons. Ouh, j'adore. Tu vas prendre ton tapis et on va mettre nos jambes, voilà, comme ceci. Ça. Tu es bien? Ok, allez, comme ça, on va pouvoir s'allonger. Donc, on va respirer, on va souffler, respirer par le nez. Donc, on inspire, fais à ton rythme. Et on expire. Tu peux poser tes mains au sol. Paume vers le ciel. Ça détend. Annie, une fois qu'on est dans l'eau et qu'on va se diriger vers la passe d'Avapai, ici à Wahine, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je rate? Une passe, c'est un endroit qui est très stratégique pour Wahine. C'est pour ça qu'elle m'est si précieuse, cette passe. Parce que je sais qu'on doit la protéger. Les poissons viennent ici pour frayer, parce qu'il y a souvent un courant sortant. Et ça permet que les œufs aillent côté océan. Ces petits poissons ensuite reviennent peupler le récif de Wahine. Donc c'est très important pour nous tous, pour la pêche, pour nous tous. Ça va? Waouh! Ouh, bah dis donc. T'as des collègues de travail adorables. Ils sont très mignons, très mignons tous. Tu sais, Annie, c'est la première fois que je me sens aussi bien. Pendant une plongée, les poissons étaient vraiment tout près de nous. Merci, Annie. Maruru à toi. Merci, merci, Tiga.
Si la Polynésie est au bout du monde, alors le Whenua Aire, c'est le bout du monde. Situé à l'extrême est de la péninsule de Tayarapu, le nom de ce territoire signifie d'ailleurs en tahitien « terre en friche ». Il y a la montagne, la forêt et la mer, mais pas de route. Pour les familles qui vivent ici, le bateau de Pauline est indispensable. C'est le seul moyen de transport pour les enfants. Il n'y a pas d'accès en voiture ni en bus. Donc le bateau, c'est primordial pour ces enfants. Si un jour le bateau a mis à ne pas ramasser les élèves, ben, il perd une journée. Le ramassage des élèves de primaire et de maternelle commence vers 5h30. Sur 13 km de côte, Pauline et son équipage s'arrêtent à une dizaine de pontons. À chaque fois, le bateau marque un bref arrêt pour y récupérer les enfants de pêcheurs et d'agriculteurs disséminés dans le Whenua. Ce matin, il y a beaucoup d'absents. Ce matin, on est 21. D'habitude, on est 29. On est dans les temps. 6h30, on va être à la marine. Le terminus, c'est ce petit port. Le début de la ville, mais pas encore la fin du voyage. Ici, la route commence et le bus peut prendre le relais. Les enfants arrivent enfin à l'école de Tautira. Pour certains, le voyage a duré plus d'1 heure. Alors le petit déjeuner est englouti de bon cœur. Moi, je me lève à 4h15. Rémi et son cousin, Aroatea, font ce trajet chaque jour depuis qu'ils ont 3 ans. Cette année, ils sont en CM1 dans la classe de Monsieur John. Ça, c'est pour le CM2. Ça, CM1. Ok, on y va? Tiens, si vous ne comprenez pas, vous levez les doigts. Et j'arrive. C'est un double niveau, j'ai des CM1 et des CM2. Et bon, après, il y a 2 travaux différents. Il faut jongler entre les 2 niveaux. Ça se généralise. Ça devient même des triples niveaux maintenant. De moins en moins d'élèves. La journée débute par une leçon de français adaptée à chaque niveau. Comment on appelle tous ces mots-là? Je sens des... On a vu, il y a plusieurs déterminants. Grammaire pour les uns, lecture pour les autres. On peut aussi utiliser un simple tuba pour commencer. Ça s'appelle. Monsieur John est un enfant de la péninsule. En 25 années d'enseignement, il a vu les programmes scolaires changer. Le livre d'histoire notamment s'est étoffé de nouveaux chapitres. En Polynésie, on a un programme adapté par rapport à ceux de Métropole. On a introduit des leçons de chez nous. On parle de la vie des Polynésiens, les bouleversements, l'arrivée des Européens, tout ça. Bon, bien sûr, on parle de la France, hein, mais on parle aussi de tout ce qui se passe en Polynésie. C'est adapté. Aucune différence, par contre, à l'heure où sonne la cloche. Comme dans toutes les écoles du monde, la récréation est un moment très attendu par les enfants qui savent composer avec la pluie, souvent de la partie dans cette région de Tahiti. En fin de matinée, à l'heure où les enfants commencent à fatiguer, l'école propose des activités plus ludiques. Si vous ne comprenez pas tahitien, dites-le moi. Il parle, oui, beaucoup de fois en tahitien, mais bon, des fois on comprend, des fois on ne comprend pas, donc il traduit en français. N'importe quel cheval. Pour Whenua, on a tout tatorio. Nera tatu erino. Tahirua turu. Et la langue se perd en ce moment. J'essaie de mixer les deux parce que beaucoup d'enfants ne sont pas bilingues en fait. À la maison, ils parlent le français, que le français des fois. Et on le fait dans chaque cours en fait. En sciences, on essaie de mettre les noms tahitiens, en maths. Pendant longtemps, les spécificités culturelles n'avaient pas le droit de citer à l'école publique. La langue, la musique, le folklore. Aujourd'hui, le changement de cap est bien réel. Hey. On fait les tourées. Et tout le monde semble y adhérer. Ceux qui n'en ont pas, levez le doigt. Non, mais à tourée aussi pour moi, s'il te plaît. Cela fait partie aussi du programme de revenir dans tout ce qui est culturel et de se réapproprier notre culture.
On a bien vu que les enfants étaient très intéressés par les instruments, ils étaient ravis de jouer. Je pense que là, on a un rôle très important. À 15h30, la sonnerie de la fin de l'école retentira. Mais la longue journée des enfants du Whenua Hahire sera encore loin d'être terminée. Donc ça s'appelle Himene Ruhao. Pour célébrer l'arrivée de l'abondance et surtout remercier la terre, le ciel, les océans, pour tous les bienfaits qu'ils nous donnent. Je suis émue d'être là. Salut Tiga. Yorana. Yaorana. Comment vas-tu? Très heureux de t'accueillir ici. Tu nous as trouvés. Tu as entendu quelque chose de spécial? Ouais. Ces chants magnifiques, qu'est-ce que c'est? Le hymne que tu as pu chanter, parce que je t'ai vu chanter, j'ai entendu ta belle voix. Donc ce hymne-là, en fait, il célèbre l'abondance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous. C'est notre nouvel an. Donc je te souhaite une bonne année. Bonne année. Voilà, c'est une bonne année. C'est le nouvel an polynésien. C'est le nouvel an polynésien. On peut comparer ça à ça. Donc c'était le changement de saison qui annonçait la pluie. Et avec la pluie, l'abondance de tout. Donc voilà, c'est un moment très important pour nous, qu'on avait un peu oublié. Et puis nous ici, jeune association culturelle, on veut remettre ça au goût du jour aussi, surtout pour nos jeunes. Pourquoi ça se passe ici, sur le site de Tapu Tapu Atea? Pour nous, mais pour beaucoup de Polynésiens, c'est vraiment le cœur de la Polynésie. Alors ce qu'on appelle la Polynésie, c'est beaucoup plus vaste que la Polynésie française qu'on connaît avec ses 5 archipels. Ça va de Hawaï jusqu'à l'île de Pâques et jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et en fait, Raiatea, si tu regardes une carte, on est vraiment en plein milieu. Et nous, on symbolise ça par une pieuvre. Raiatea, c'est la tête de la pieuvre. Et en fait, les tentacules s'étendent dans tout l'océan Pacifique jusqu'aux différents archipels. T'es de Raiatea? Tu es né ici? Alors, je ne suis pas né ici, mais ma famille est originaire d'ici. Alors là, tu vois, on est en procession et on est en train de se rendre sur le grand marais Tapu Tapu Atea. Et un marais, c'est un lieu de rassemblement religieux. C'est un temple à ciel ouvert. C'est un lieu où on vient prier. Seuls les prêtres avaient le droit de monter ici, sur cette partie-là. Voilà. Cette partie pavée. Cette partie pavée. Maori, ya nen he atoa rātou. I te, e whenua moa te pū, o nā porotoru o te amao. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Il s'approche de l'autel et il s'apprête à lever ce qu'on appelle les unu. Alors, les unu, ce sont ces grandes planches de bois. Alors, autrefois, les unu faisaient le lien entre la terre et le ciel, entre le monde des hommes et le monde des dieux. Depuis tout à l'heure, je sens vraiment qu'on est sur un endroit sacré. On parle de toutes les croyances de vos ancêtres. Toi, Wilfried, au XXIe siècle, tu crois en quoi? Moi, je crois en notre peuple. Je crois au peuple polynésien. Je crois en cette connexion qu'on a depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires même, avec notre nature. C'est ça que nous transmettons à la jeunesse aujourd'hui. Merci Wilfried. Merci Tiga d'être venu à notre rencontre et d'avoir participé à cette cérémonie avec nous.
T'es toujours aussi belle. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Ça remonte il y a 1 an, la dernière fois que tu étais venue. Oui. Comment s'appelle déjà la vallée ici? Ici, c'est la vallée de Tepurapa, qui signifie le lieu de rassemblement ou le refuge. En fait, si tu veux, mon arrière-arrière-grand-mère, elle vivait ici. Et c'était une chefesse dans la commune de Teveitoa. Et c'est grâce à elle que toute ma famille a cette chance de pouvoir profiter de cette vallée, d'habiter ici. Et la terre, elle est tellement riche et fertile qu'on peut facilement faire planter des arbres fruitiers ou des fleurs. C'est l'abondance, tu vois. Fais attention à ta tête, il vaut mieux que tu te baisses. Voilà ton petit nidouillet. C'est super beau. Ce que j'aime vraiment avec ta mère, c'est que vous aimez la nature. Vous êtes connectés, vous vivez à son rythme. Moi, je suis contente que ma mère m'ait donné ce goût d'être au plus près de la nature. Et c'est vrai que depuis que j'habite ici, je me rends compte à quel point elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Je ne vais pas t'embêter davantage, je te laisse t'installer tranquillement. Moi, je vais aller voir maman en cuisine pour voir si elle a besoin de mon aide. Tu viens après? Je te rejoins. Merci. Allez, nana. Merci Eva, à tout de suite, hein, j'arrive. Oh là là. Oh. C'est trop beau. Purée, qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent bon, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux vous aider? On est en train de faire poulet banane, là. Enfin, moi, j'aide maman parce que c'est elle la cuisinière. Et tiens, sens un peu ça. La vanille, elle sent super bon. Elle vient d'où, cette vanille? Du jardin. Du jardin, hein? Je vais gratter. Il faut vraiment pas gaspiller. Et la vie comme ça, coupée du monde, les filles, c'est pas trop dur? Ah là là, c'est le paradis. Pour moi. Je suis en forme, je suis en bonne santé. D'ailleurs, je ne vais jamais à l'hôpital, je ne vais jamais voir un médecin. Ça m'arrive de me blesser dans mon champ. Je prends des feuilles de goyavier pour me soigner les blessures, quoi. Ta pharmacie est dans ton jardin? Voilà. En fait, cette vallée, c'est ma pharmacie et mon garde-manger. Voilà. Et là, c'est vraiment le poé, c'est un plat c'est un polynésien. Plat typiquement tahitien, c'est le dessert tahitien. Et on replie la feuille de bananier pour fermer. Du coup, Tiga, regarde, j'ai récupéré tout le coco râpé qui a été pressé par maman et qui va nous servir pour un petit bain dans la rivière. Allez, à tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est gros, cet avocat. Ouais. Il est énorme. Un peu de miel. Ce miel, en plus, il est de la maison. Ça va vraiment permettre d'avoir un côté plus hydratant pour le cheveu, alors que l'avocat, il va venir le nourrir. C'est bon. Ça suffit. Oh là là. Il est bon. Il est délicieux. Un peu de lait de coco. On a le coco râpé. Je vais juste rajouter du gros sel. Ça permet d'avoir une peau douce, toute lisse et satinée en même temps. Comme ça, quoi. Ma mère, elle aime bien dire que cette eau, elle est magique. Tout le stress, les soucis s'en vont dans la rivière. Tu fais ça fréquemment? Tous les matins. Non. Si. On appelle ça avec ma mère le rituel de purification. Ouais. Parce que cela permet vraiment de te poser, te débarrasser de toutes ces pensées négatives et de commencer ta journée sur le bon pied. Alors, je suis prête. Tu es 100% polynésienne? Non. Mon grand-père, il vient de France. Et ma mère aussi me dit qu'on a du sang chinois, du sang anglais. La beauté polynésienne, c'est un gros métissage, tu vois. C'est vraiment comme ça que je les vois, les Baïnés. Et c'est vrai que c'est une image, depuis que j'habite ici, que je vois beaucoup. Les femmes qui prennent soin d'elles, de leurs cheveux, avec leurs longs cheveux. Les Polynésiennes, elles ont toujours compris que c'était important de se chouchouter, pas simplement pour une beauté apparente, mais pour se sentir bien avant tout à l'intérieur.
Coucou madame, ça va? Oh, bien. Alors, comment vas-tu? Ça va, je suis un peu fatiguée quand même. Ah mais ça change pas de d'habitude. Oui, Hein. c'est vrai, Si tu viens me voir, c'est qu'il y a bien une raison. Hein. Oui, c'est pour ça que je viens ici en fait. J'ai cherché un petit peu mon énergie. Ok, d'accord. Vaitea est ce que l'on appelle une Taata Taurumi, une spécialiste du massage traditionnel polynésien. On dit Taurumi, c'est massage. Bien sûr, il y a le côté massage, le fait de toucher, de prendre les gens, d'appliquer en fait des gestes de massage. Mais Tau, ça veut dire le temps. Rumi, c'est envelopper, telle une caresse en fait. Je les enveloppe en fait de mon énergie afin de retirer ce qui est lourd en eux, ce qui les empêche d'avancer. À travers le Taurumi, tu retires des émotions en fait qui sont sombres. La tristesse, la colère, tout ça en fait, ça crée des nœuds à l'intérieur de notre corps. Pour être sûr de bien dénouer le corps et l'esprit, Vaitea ne voit que 2 patientes par jour. Chaque Polynésien, on connaît en fait les bienfaits du Taurumi. On sait que quand on est malade, nos mamies, elles aiment bien nous prendre et nous masser. Depuis qu'on est bébé, dès qu'on est en fait, ils nous mettent du mon œil dessus. Vaitea a appris les gestes avec sa grand-mère. Elle a longtemps pratiqué sur ses proches qui ont fini par la convaincre de faire profiter les autres de son don. Le Taurumi, c'est pas que pendant le massage, c'est après. Et c'est les jours qui viennent encore et les semaines qui viennent en fait. Hein. On continue à être apaisé. Petit à petit, chaque jour, tu récupères en fait ta propre énergie qui t'appartient. C'est juste qu'en fait, elle était une grosse boule de nœud. La médecine traditionnelle est profondément ancrée dans la société polynésienne, à tel point que depuis quelques années, elle a même fait son entrée à l'hôpital de Papeete. Dans le service de pneumologie, on promeut ce que l'on appelle la médecine intégrative, la rencontre de la médecine occidentale et des savoirs polynésiens. On va voyager un petit peu? Oui. Tu vas aller à la montagne, à la mer? À la mer. Et quand tu es prêt, tu peux fermer les paupières. Tu vas laisser ton corps s'installer confortablement. Jenny est tradipraticienne. Ségolène, psychologue hypnothérapeute. C'est ensemble qu'elle s'occupe de Charles. Tu vas pouvoir faire de la place dans ta tête. Et je t'invite à... De sa voix, Ségolène emmène le patient loin de l'hôpital, le décentre de sa maladie. Que tu relâches toutes les parties du corps. Et tu libères toutes tes peurs qui étaient contenues dans ce ventre. Avec ses gestes, son Taurumi, Jenny soulage son corps meurtri. À cet instant, rien peut venir gâcher ce temps de joie. Quand le besoin s'en fait sentir, Jenny s'occupe aussi de réconforter les proches. Puis doucement, tu vas reprendre le chemin pour revenir dans ce lit. Ségolène est en Polynésie depuis un peu moins d'1 an, mais elle apprécie cette nouvelle approche du soin. Quand je vois l'état de détente du patient après, dans les jours qui suivent, le bénéfice du soin il est vraiment augmenté. C'est pour ça que toutes les semaines on fait des soins ensemble, quoi. Et puis il y a l'aspect aussi de la culture et de la langue, parce que Jenny elle peut aussi dire des phrases et même des chansons pendant les soins en tahitien, là où moi je ne maîtrise absolument pas, qui vont avoir un impact extrêmement précis pour le patient. En prenant en compte le patient dans son intégralité, avec ses spécificités culturelles, la médecine intégrative participe à ramener un peu d'humanité à l'hôpital. Et à ce titre, c'est déjà un succès. Comme beaucoup de thérapeutiques ancestrales, la médecine traditionnelle polynésienne prend ses racines dans la nature. La pépinière de Pola, c'est un petit coin de paradis où 300 espèces cohabitent. Voilà,
La patronne. Merveille, Manava, Jean-François. Phila et Jean-François sont des spécialistes de la botanique qui connaissent particulièrement bien la pharmacopée traditionnelle. Là, on va rentrer dans le jardin des plantes aromatiques et médicinales. On va aller voir la fougère qui vous intéresse, le Metoapua. Là, celle-là, elle est magnifique. Tu peux casser une feuille si tu veux. Une fronde, mesdames. Une fronde. Et là, il y a les grandes spores, les grands sorts orange, la caractéristique. Et c'est peut-être une des caractéristiques aussi de la médecine traditionnelle polynésienne d'avoir quand même pas mal de fougères, pas mal de recettes avec des fougères. Une centaine de plantes sont utilisées en Polynésie pour leurs vertus médicinales. L'une des plus connues, c'est cet arbre, le tamanu. Quand c'est la saison, les graines tombent, je viens les ramasser. Ah, voilà la graine. L'amande. Magnifique, l'amande. Voilà, là, elle est belle. Hein? Elle contient une huile qui est dans cette huile, il y a des molécules actives qui ont beaucoup de vertus. Et dans la plus connue, c'est cicatrisant. Moi, quand je rentre de montagne avec plein de bobos, bon, je me lave, mais assez rapidement après, je vais mettre de l'huile de tamanu sur les bobos, comme ça, j'ai plus d'infection. À une époque, j'en avais régulièrement. En Polynésie, les médecines complémentaires restent encore bien vivantes. Leur association à la médecine conventionnelle semble ébaucher une piste intéressante dans la prise en charge et le confort des patients. Elle est impressionnante cette rivière. La première fois que je suis venue en Polynésie, ce qui m'a le plus frappée, c'est la douceur de la nature. Ici, tu peux te promener pieds nus dans la forêt, tu vas pas te faire mal. Oui. Tu vois, il n'y a pas de plantes qui griffent, qui t'arrachent, qui te font saigner. C'est vrai, là par exemple, si on tombait dans la rivière, il n'y aura pas d'animaux dangereux qui viendraient nous piquer ou nous mordre. Non, tu ne risques rien. Ah oui. Ça, c'est la chanson que mes parents me chantaient. Regarde sur ta gauche. Il y a des habitants le long de cette rivière. Ah oui. Et eux aussi, ils rentrent en bateau, ou en kayak, ou en pirogue à la maison. Yorana! Mais ici, tout pousse. Hein. Franchement, la terre est propice à toutes ces plantes. Et je me dis, quand les navigateurs sont arrivés, ils devaient être ravis. Ils se sont dit qu'ils ont trouvé la terre promise. Figure-toi que la plupart des plantes que tu verras autour de toi a été introduite par l'homme. Avant, le Polynésien, il naviguait beaucoup sur ces grandes pirogues doubles. Et à chaque voyage, il emportait avec lui de quoi manger, mais de quoi vivre aussi. Des plantes, des animaux. Et c'est ainsi qu'il peupla petit à petit ces îles. Et Rayatea, ça veut dire quoi? Raï, c'est le ciel et Tea, c'est le au loin. Donc Rayatea, c'est le ciel lointain. Et ce n'est pas le nom d'origine de l'île. Avant, on l'appelait Hawaii. Vai, ça veut dire l'eau, ça veut dire aussi la vie. Et le Ha, c'est pour le souffle. C'est vraiment l'idée d'une île qui est apparue d'un souffle de vie. Tu as vu tout à l'heure les montagnes depuis la rivière. Et bien là, on est en plein dans la caldeira de Wharoa. La caldeira, si tu veux, c'est un cratère qui s'est formé lorsque, avant, l'île était encore un volcan. Parce que chaque île ici, en Polynésie, les îles hautes,
eh ben, c'était des volcans. Îles hautes, ce sont toutes celles qui ont des montagnes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'ici, on dit îles hautes par rapport aux montagnes et les îles basses, ce sont celles comme les Tuamotu. Ouais. Et bien, à la base, c'était des îles hautes, mais leurs montagnes se sont enfoncées dans l'eau avec le temps. Et c'est pour ça que maintenant, on trouve juste le lagon avec le récif corallien qui forme comme un anneau. Et c'est ce qu'on appelle les atolls. Les atolls. Donc là, on est dans le cratère d'un volcan. C'est ça. Ben voilà, hein, c'est l'abondance. Hein. Ben oui, l'abondance, c'est aussi la saison des pluies. Hein. Juste devant toi ici, c'est le macaranga. Et cet arbre, il est endémique à Raiatea et Moorea, c'est-à-dire que tu ne le trouveras pas autre part. Nous y voilà. Regarde la vue. Oh là là, magnifique. Pendant notre marche, j'étais en train de me dire qu'à une époque, celle où les Occidentaux pensaient que la Terre était plate, ils avaient peur de l'horizon, peur de tomber dans le vide. Les peuples océaniens, eux, ils ont conquis le plus grand océan de la planète. Ils sont partis en bateau et ils sont arrivés ici, notamment à Raiatea. Et en plus d'être donc des navigateurs hors pair, ils étaient aussi de magnifiques horticulteurs. Parce que quand tu vois cette végétation, on peut les remercier. Oui, et tu sais pourquoi ils étaient comme ça? Non. C'est parce qu'ils avaient le mana. Le mana, pour nous, c'est notre énergie, c'est ce qui fait notre pouvoir. On l'a en nous, mais aussi dans chaque plante, tu le trouves, dans la nature, dans les océans. C'est ce qui fait qu'on est des Polynésiens. Merci, ma chérie. Merci. Le sens de l'accueil n'est pas un vain mot à Tahiti. Dès leur descente de l'avion, les passagers ont vite un aperçu de la teneur de leur séjour à venir. Une bienvenue qui se poursuit, passé les formalités. Dans le hall de l'aéroport plane la douce odeur de l'hospitalité polynésienne. Chacun attend ses proches, collier de fleurs à la main. Cette fleur-là, frangipani, ça sent très bon, donc j'adore cette odeur-là, avec la tiari. Donc c'est la première chose qu'on fait. Après plus de 20 heures de vol, là, ça fait plaisir. Hein. Voilà, les odeurs de Tahiti. Si certains ont sûrement préparé leur collier avec leurs petites mains et beaucoup d'amour, les habitants de Tahiti savent bien qu'en face de l'aéroport, on peut trouver des colliers frais 24 heures sur 24. Bonjour. Bonjour. Aïe, combien? Alors, c'est pas compliqué. Tu prends juste une aiguille, une grande aiguille, du fil, et puis c'est parti. Tu prends une fleur comme ça, tu piques, et voilà, c'est simple pour faire arriver à ça. Le prix des colliers varie de quelques euros à plusieurs dizaines pour les plus beaux. Le Faré des Mamas abrite 24 artisanes regroupées en associations aux règles strictes. Tu me fais une tiare. Une tiare? C'est combien tu fais? 500, monsieur. 500. 500 francs. Cela fait 10 ans que Célestine travaille ici. Elle a hérité de la place de sa tante. Pratiquement pour toutes les places ici, ça se passe de mère à fille, voilà, ou de tante à nièce, et voilà. L'association veille aussi à ce que les revenus soient équilibrés entre toutes les vendeuses. Ainsi, chaque dimanche à minuit, les mamas changent de stand pour se rapprocher des places de l'entrée. Comme nous sommes 24 mamas, pendant 2 mois, nous sommes à ces places, aux arrières, avant d'arriver
à ces entrées, à ces places où on a plus de chances d'avoir plus de ventes. Les fleurs font partie de la vie quotidienne des Tahitiens. Autour du cou ou même sur les têtes, elles sont partout. La plupart des espèces sont importées, mais elles se sont parfaitement intégrées à la végétation tropicale polynésienne. Impossible de dire laquelle est la plus belle. Une fleur pourtant fait l'unanimité, le Tiare Tahiti, l'emblème de la Polynésie. La Tiare Tahiti donne pratiquement toute l'année en Polynésie. On est sur un microclimat qui permet que la floraison se déroule pratiquement toute l'année. Cette fleur est endémique de la zone Pacifique. Dans cette plantation, on la récolte juste avant l'éclosion. Ça, c'est la cueillette d'aujourd'hui. Ça, c'est la cueillette pour le lendemain. Là, elle n'est pas encore mature. Hein. Voilà, il faut la laisser encore un peu plus de temps avec le soleil. Sur 30 millions de tiares produites chaque année en Polynésie, 90% finissent en collier. Ici, ce n'est pas pour sa beauté qu'on la cultive, mais pour d'autres propriétés. Pour la macération de Moneuil, on utilise uniquement les pétales. Ce sont des fleurs d'hier, c'est des fleurs de 24 heures. C'est une des obligations de l'appellation d'origine, c'est de traiter des fleurs dans les 24 heures après la cueillette. Et on va les mettre à macérer ensuite dans l'huile. Donc là, on est juste en temps pour traiter les fleurs d'hier. Le Moneuil, c'est le secret beauté des Polynésiennes. Une huile obtenue en faisant macérer des fleurs de tiare dans de l'huile de coco. Les fleurs infuseront dans ces cuves entre 10 et 12 jours, le temps de libérer leurs principes actifs. Le Moneuil était utilisé dans l'histoire dans la médecine traditionnelle, donc principalement pour le traitement des otites. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation moderne, le Moneuil sert aux soins de beauté quotidiens des femmes polynésiennes, mais comme aussi des consommateurs européens et occidentaux, puisque cette huile-là se retrouve, comme un peu toutes les huiles végétales, dans beaucoup de crèmes et d'émulsions hydratantes et nourrissantes. Donc principalement, ce qu'on va retrouver dans l'huile de Moneuil, ce sont des applications qui vont être agents nourrissants, hydratants, mais également pour les cheveux, où on va apporter de la brillance au niveau du cheveu. L'entreprise d'Olivier exporte environ 200 tonnes de Moneuil chaque année, contribuant ainsi à diffuser un peu du parfum de Tahiti aux 4 coins de la planète. Ils sont super beaux. Oui, voilà. Les fibres, elles sont bien denses. Là, j'aime bien. C'est plus facile après pour faire les costumes, ça casse pas. Et là, donc, c'est quoi que tu achètes? Des jupes? Alors, des jupes justement, de danse? je suis venue chercher du moré. Donc, ça s'appelle du moré. C'est des jupes, justement, faites à partir de fibres végétales. Je peux en essayer un? Lorsqu'il y avait les missionnaires et tout, on mettait le moré au-dessus du nombril. Et dans les années 60, Madeleine Maua, celle qui a remis le Ori Tahiti au goût du jour, a fait baisser les costumes comme signe de protestation. On montre nos pitots. Le nombril, le pitot. Le nombril. Et c'est à ce moment-là que les papatiti coco ont été créés également. Je suis trop heureuse d'être avec toi, Hinatea, parce que toi, tu es spécialiste. Et on va passer, enfin, je suis pas spécialiste. Non, mais je suis passionnée, j'adore faire ça. De la culture. Ouais, et puis les costumes, c'est un peu mon dada. Donc là, on va aller en fabriquer. Et tu vas voir, c'est une commande spéciale. Top, je t'accompagne, C'est parti. Ouais, allez, va. On est prête. Nana Katimoya, à la prochaine. Nana Katimoya, merci. Ça fait combien de temps qu'il existe ce marché? Il a quel âge? Il a à peu près 175 ans. Ah oui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais bougé de lieu. Il a toujours été là. Et ça a toujours été un marché? Ça a toujours été un marché. Évidemment, maintenant, il s'est agrandi. Il y a vraiment plus d'espace. Et surtout, le dimanche, c'est l'effervescence au marché Papeete. Il faut venir dès 4 h du matin. Et là, tu as tous les agriculteurs, les pêcheurs qui viennent. Et au fait, tu viens chercher ton petit déjeuner. Et souvent, c'est à la sortie de boîte, tu viens le dimanche, c'est sympa. Tu prends de quoi faire ton poisson cru. C'est clairement top.
ça fait du bien d'être de retour dans la nature. En montagne. Et puis là, on est sur les terres familiales. À Papara. À Papara. Donc on est à 45 minutes de la capitale. Papeete, le marché est à Papeete. J'aime bien en fait dire que c'est notre boîte au trésor. Magnifique, regarde ça. Donc là, pour notre costume, on a récupéré le mouré au marché et j'aimerais bien en fait ajouter du tapa. Et au fait, le tapa, c'est une étoffe végétale faite à partir d'une écorce. Là, on est devant un hura, c'est un bagnon. C'est un bagnon. C'est un bagnon. Et on va battre l'écorce ensemble. Tu vas en faire. T'es prête? Oui. C'est parti. Donc on va récupérer une racine aérienne, c'est-à-dire au fait qu'elle pousse, qu'elle part vers le ciel et qu'elle revient vers la terre. C'est ça un peu le concept du bagnon, hein. Ce sont des racines qui Des montent racines et qui redescendent. On dit que le tapa, c'est un élément entre ciel et terre. Parce que justement, on va révéler la richesse de l'arbre en battant son écorce. Et c'est celle-ci qu'on va prendre. Regarde, elle sort du lot. Oui. Je pense qu'on peut faire un bon 2 mètres de haut. Peut-être un 90 cm de large. Avec juste ça. Avec juste ça. Ah, superbe. Voilà. Wow. Donc maintenant, on va couper le bas, la connexion à la terre. Magnifique. T'as vu? Allez, installons-nous ici. On pose tout ça. J'ai quelques illustrations pour t'aider à te projeter aux temps anciens et à imaginer cette étoffe portée. Donc là, on a une jeune fille qui porte plus de 60 mètres de tapa sur elle. C'est marrant, je m'imagine pas trop les anciens Polynésiens s'habiller comme ça. Ça fait plus des robes qu'on portait, je sais pas moi, à la cour de Louis XIV. C'est vrai qu'elle fait un peu cour de Versailles, mais il faut savoir que là, par exemple, c'est une illustration d'une cérémonie d'accueil. Et ce qui se passe là en cérémonie d'accueil, elle va danser, elle va évoluer, et au fur et à mesure, elle va dérouler tout ce tapa-là. Et à la fin, en fait, le tapa, les plastrons, les objets sont offerts à l'invité. Ça a l'air très agréable, le tapa. Mais c'est très doux. Donc là, je vais écorcer. Et au fait, quand ça va être terminé, je vais ouvrir et tu vas battre l'écorce. Je vais te montrer. On va le faire ensemble, vraiment. D'accord. Comment on a retrouvé toute cette histoire, savoir que le tapa se faisait par tes ancêtres? Il faut savoir que dans les îles de la Société, cet art a complètement été perdu en 1840 avec l'introduction de la cotonnade. Par contre, dans les îles Marquises, notamment à Fatou Iva, des mamas ont maintenu cet art-là. Et du coup, avec mon conjoint, on a été apprendre avec toutes ces personnes-là. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le tapa revienne dans nos îles de la Société, d'où que c'est devenu notre mission. Allez, jusqu'au bout. Ôtez. Là, on va rouler un petit peu. On va casser un petit peu la fibre. Et là, on va commencer à battre. À toi. Allez, allez, allez. Je sens que ça va être sport. En fait, ce qui se passe quand je tape, c'est que la fibre, elle s'étire, elle s'allonge. Donc j'imagine que je dois faire un premier, passer les 2 mètres et revenir en haut. Et à force, ça s'étale. Ça s'étale. Exactement. Et en fonction en fait, de la rigidité du tissu que tu veux, bah, tu as soit en fait, un tapa qui sera beaucoup plus souple, ici, ou et ça part de... un autre beaucoup plus rigide. Oh, c'est super doux, c'est léger, c'est souple. C'est incroyable. Fais un châle, vas-y. Mais oui, c'est Enveloppe-toi une avec. vraie étole. Ah, mais je sors avec le soir. Hein. C'est vrai. Ah oui. Là, regarde comment tu es chic. T'es toute Non, belle avec. Si tu as une bonne couturière, tu fais des choses extraordinaires. Exact. Tutu, mainatiga, tutu. Mais là, on a entamé un travail énorme. Là. Ah, c'est fastidieux. Là, pour terminer, au fait, pour faire un tapa comme ça, débutant, niveau débutant. Comme moi. 3-4 jours. 3-4 jours, on est là pour 3 jours. Est-ce que tu as amené de quoi manger en pleine forêt, dans la vallée? Il y a toujours à manger, t'inquiète. Par contre, pour un niveau, on va dire, expert, là, on est sur du 4 heures. 4 heures à taper. Mais non-stop. Hein. Ah ouais. Allez, d'accord. Continue. Ah non, attends. Tutu, maina tiga, tutu, maina.
Tutu, Maïna Tiga, Tutu, Maïna. Hey! Je vous dis bonjour. Samedi, c'est jour de répétition pour les filles de la troupe Tamari Poerava. Ok, c'est parti. Alors faites des quinconces. Yanao dirige cette école de danse, l'une des plus anciennes de Tahiti. C'est sa maman, Moeata, qui l'a créée. Depuis 1989, elle a appris à des centaines de jeunes filles à remuer leurs hanches. Aujourd'hui, mère et fille travaillent ensemble. 1, 2, 3. Dans une semaine, la troupe participe à l'un des plus grands concours de Polynésie, le Ura Tapairu. Et si la chorégraphie semble maîtrisée, Moeata garde le regard acéré. Détendez vos doigts de pied. En fait, je ne supporte pas les doigts de pied contractés. J'aimerais qu'on détend les doigts de pied quand on danse. Les pieds, pour moi, c'est la base. Pour que tout soit beau. Parce que on n'a pas de pied, on ne peut pas avancer, hein, on ne peut pas danser. 1, 2. C'est pas un gala qu'on est en train de faire, c'est un concours. Le concours, il y a une erreur, ça peut basculer tout votre danse. Donc, ayez conscience que du début où on va ouvrir le rideau à la fin où on va fermer le rideau, tout ce qui va se passer c'est entre vos mains. Comme le reste de la culture polynésienne, la danse vit un renouveau depuis les années 90. Les écoles se multiplient, les pratiquantes sont de plus en plus nombreuses. La danse, c'est notre identité en tant que Polynésienne. Et je considère que toutes les Tahitiennes doivent au moins savoir faire quelques pas de danse dans leur vie. Je pense que c'est une chose qu'il faut savoir en tant que Tahitienne. Lève les bras. En même temps sur le déhanché. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. À quelques heures de monter sur scène, la troupe se retrouve chez Yanao pour mettre la dernière main aux préparatifs. La coiffe, en fait, il faut que ça soit équilibré quand on la pose sur la tête. Il ne faut pas que ça soit haut là et après ça revient en bas. Allez, on y va. Merci les filles. Dans la danse polynésienne, les parures sont faites de végétaux. Impossible donc de les faire trop en avance. En plus d'être danseuse, chaque fille doit donc se transformer en costumière. Ce genre de moment permet aussi de souder le groupe. L'école de danse de la famille Loglin, c'est une grande famille. Virginie y est entrée il y a 22 ans. Elle n'en est jamais repartie. Tous les élèves appellent Moeata et Yanao Tati, ou Mami pour Moeata. Donc c'est vraiment familial, très. Il y a certaines écoles où ils appellent un professeur de danse boss. Moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi et j'ai tout de suite accroché. Et là aujourd'hui j'ai 16 ans et je n'arrête toujours pas, toujours chez Moeata, fidèle au poste. Et d'être avec les amis tout le temps, danser avec elles et tout, c'est juste magique. En fin d'après-midi, à quelques kilomètres de là, les premiers spectateurs commencent à remplir la maison de la culture. En coulisses, les filles achèvent leur transformation. Celles qui sont prêtes, mettez vos robes, s'il vous plaît. Et vérifiez les coiffes. Vérifiez que les coiffes soient bien fixées, que les filles elles puissent bouger la tête, que ça ne soit pas gênant. Comme d'habitude, Moeata veille aux petits détails. C'est un tissu très fin et c'est pas joli si on voit les traces, tu vois, les plis. Et il faut tout corriger avant qu'elle soit sur scène parce qu'une fois les jeux de lumière vont aller dessus, ça peut se voir. Donc obligé de tout vérifier. Cette année, le Ura Tapairu accueille 31 formations au cours de 7 soirées de compétition. Parmi elles, plusieurs troupes composées de professionnels.
un plateau relevé. J'ai hâte, je me sens bien. Je pensais que j'allais être stressée, mais finalement non. J'ai juste hâte de chanter, hâte de voir le travail qu'on a fait et de voir le résultat, surtout que les filles, elles s'éclatent et qu'on s'éclate tous sur scène. À l'heure dite, tout le monde joue sa partition. En 5 minutes à peine, ce sont 3 mois de travail qui sont dévoilés. Sous les yeux du jury et d'un public ravi. La troupe de Yanao et Moeata ne sera finalement pas qualifiée pour la grande finale. Une déception, mais rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. J'adore la presqu'île de Tahiti. Pareil. C'est un moment en fait pour se déconnecter. On est loin de Papeete, loin de la capitale, du grand mouvement de la ville, tu vois. Je découvre avec toi la ferme perlière. Hein. C'est la première fois que tu y vas? C'est la première fois. Ah, je pensais que tu m'amenais parce que tu avais l'habitude. Non. Je suis de Tahiti, je suis jamais venue là. Ah, on la voit en plus. On va là-bas. Une maison sur l'eau. Ouais. J'adore. Bienvenue. Maruru. C'est beau. Magnifique. Et c'est toi qui as tout construit, Touriva? Oui. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Alors, on va enfin tout savoir sur la perle. Le laboratoire. Le laboratoire dentaire. Ça fait très laboratoire. C'est vrai, oui, ça fait laboratoire dentaire. C'est vrai. Oui. Ben voilà, en fait, l'huître perlière, c'est celle-là. Et la perle, on va la trouver où? Si vous voulez, avant, les ancêtres plongeaient entre 30 et 50 mètres pour récupérer ces huîtres-là. Et à l'intérieur, ils récupéraient en fait une perle. Alors, comment le processus s'est formé, à l'intérieur de la poche, il y a un grain de sable, un corps intrus qui est rentré à l'intérieur. Et pour se protéger, en fait, l'huître, elle va sécréter une couche nacrée autour du corps intrus qui forme la perle. La perle. Et aujourd'hui, on fait la perle de culture. Ça veut dire que c'est nous, êtres humains, qui va forcer les choses. On va mettre en fait un corps étranger à l'intérieur. La perle de Tahiti, c'est vraiment devenu le bijou phare des Polynésiennes. Hein. On se sent nu un petit peu quand on n'a pas notre fleur à l'oreille, mais aussi quand on n'a pas notre collier. Au fait, c'est vrai que le collier de perle ou la perle, tout simplement, ça devient vraiment la parure de la Polynésienne. Et souvent, il y a même des perles qui sont offertes des grands-mères, parce que ça fait partie au fait du bijou familial aussi. Il est beau celui-là. Hein. Il est beau. Il est magnifique. On dit la perle noire de Tahiti. Moi, je trouve qu'il y a énormément de tons différents, de reflets, de teintes. Pourquoi on dit la perle noire? Alors, l'huître, en fait, elle prend la couleur de son environnement. Et les huîtres de profondeur, regardez, elles sont plus noires et grises. Du coup, il n'y avait que des perles noires et grises. Alors qu'aujourd'hui, on fait la perle de culture. On les a remontées en surface. Et maintenant, ils ont absorbé en fait de la couleur du soleil et du lagon pour pouvoir avoir plus de couleurs. Wow. Et est-ce que tu as une boutique qu'on voit un peu toutes les perles que tu peux proposer? Alors, j'ai une boutique, elle se trouve dans l'eau. On va plonger pour aller les chercher. Du coup, vous allez choisir une huître. Oui. Du coup, on va remonter, on va pouvoir l'ouvrir et voir en fait le joyau à l'intérieur. C'est vrai? Oui. On aura une perle. C'est parti! Moi, c'est celle-là. C'est celle-ci qui m'a interpellée, ouais. Minatea, t'es ma meilleure copine de shopping. Hey, c'est clair, c'est du bon shopping, là. Et voilà! Waouh! Le million.
Hop. Tu la vois? Attends. Non, mais tu la vois pas là? Non, je vois pas. Regarde. Là. Regardez. On va juste faire attention pour pas qu'elle tombe. Waouh! La naissance du Non, mais elle est magnifique. Elle est sublime. Elle a des reflets prunes, verts et noirs. Oh, elle est trop belle! À ton tour, Tigara. C'est un garçon. Pam pam. Oh là là, elle est belle. Oh là là. Oh, petit bébé. Elle est magnifique. Elle m'a l'air vraiment parfaite. Elle est trop belle. Comment on estime la valeur d'une perle? Alors, la valeur d'une perle, c'est plus elle est grosse et plus elle coûte cher. Merci Touriva. Avec plaisir. Bravo pour ce que tu fais. Encore une fois, j'ai pas arrêté, mais je suis absolument séduite et admirative. Maruru. C'est ma famille. Et c'est nos moments où on se ressource. Regarde là, t'as vu déjà là, c'est génial. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On traverse l'eau, on va dans un autre monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette danse? Et la danse qu'elles sont en train de faire, donc Tefirine Mato, c'est on est en train de tresser. Fa'atupu iteho, afin que la paix revienne. On parle d'unité afin justement qu'on soit juste unis ensemble. C'est émouvant. Tu mets beaucoup de cœur, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sens dans tout en fait. Et pour moi, c'est important d'être connecté à notre terre, aux éléments. Et c'est vraiment important pour moi ça. Et j'espère surtout l'inculquer aux danseuses au fait, pour moi, si je arrive à leur inculquer ça, elles pourront avoir un bagage au fait qui les aide à avancer dans la vie. Et là, au fait, elles ont de quoi être des haïtos dans la vie et des guerrières. Ça nous faisait chaud au cœur, hein? Oh là là. Je vous présente Tiga. Bonjour mes sœurs, bonjour. Allez, taprimaï, vous savez. Donc Tiga, ce qu'on va faire au fait, c'est qu'on va être ensemble et on va tresser ensemble. Donc elles ont dansé, elles ont fait cette danse-là, cette tresse-là en dansant, donc avec les éléments. Et maintenant, on va matérialiser ce chant-là avec cette tresse. C'est un rituel, ça, hein? Au fait, c'est un rituel. L'école de danse, elle a 16 ans. Et ça fait 16 ans en fait, qu'on fait des rituels comme ça avec les danseuses. L'objectif, c'est de passer un très bon moment ensemble de sœurs de danse et de sœurs d'énergie. C'est pour te l'offrir et surtout que tu sois ancré à cette terre également parce que tu es spirituel. Marururoa, merci infiniment. Il n'y a pas une journée depuis que j'habite ici où je ne suis pas bouleversée par la gentillesse, l'accueil, la chaleur, les sourires des habitants du Fénois. Maruru. Donc on lui offre. Tiens. Voilà ton mati. Merci. Et ça y est. Merci. Merci. Bisous d'amour. Danseurs, chanteurs, musiciens, pêcheurs, rameurs, surfeurs, plongeurs, agriculteurs, qu'ils vivent en montagne ou au bord de l'eau, les Polynésiens incarnent avec talent la magie de leurs îles et de leurs atolls. C'est bientôt la fin de vos échappées belles en Polynésie française. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Malgré cet écran qui nous sépare, je ressens votre amitié. Très fort. Cette émission, c'est mon cadeau pour tous les habitants de Tahiti et de ces îles. D'abord pour vous remercier de m'avoir accueilli aussi chaleureusement chez vous et aussi pour vous encourager de tout mon cœur à connaître, à chouchouter et à célébrer cet héritage culturel et naturel unique au monde. J'aimerais tellement que ce voyage continue, on n'a vraiment pas tout vu.
pour les plus chanceux d'entre vous qui pourront nous rejoindre ici. Rendez-vous à Tahiti. Pour les autres, rendez-vous sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous savez où me trouver. À bientôt. Nana.